Nous sommes pour ce petit déjeuner politique avec Jean-Christophe Lagarde, président de l'UDI, député de Seine-Saint-Denis, donc candidat aux législatives. Bonjour Jean-Christophe Lagarde. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. La crise de l'hôpital, les débuts compliqués du gouvernement Borne ou encore le programme économique dévoilé par Jean-Luc Mélenchon. On va revenir sur l'ensemble de ces sujets dans le prochain quart d'heure que nous avons. Mais d'abord, l'avenir de la droite. Comme pour la présidentielle, l'UDI s'est allié aux Républicains pour ces élections législatives. Le premier tour, c'est dans bientôt 2 semaines. C'est quoi l'avenir de la droite au sein du Parlement, de ce futur Parlement, de cette future Assemblée nationale? Elle a encore un avenir, selon vous, Jean-Christophe Lagarde, cette droite? Très franchement, c'est pas le sujet. Le sujet des élections législatives, c'est de savoir si les Français vont à nouveau confier une majorité absolue à Emmanuel Macron ou s'ils lui imposent de discuter. Pourquoi ? Parce qu'au fond, quand vous regardez les choses, les 5 dernières années nous ont appris une chose, c'est que le président de la République ne discute, n'écoute, ne négocie que quand il y est obligé. S'il a la majorité absolue, il va écouter la seule personne qu'il ait écoutée pendant 5 ans, c'est-à-dire lui-même. Et je crains qu'en plus, parce qu'il n'a plus de compte à rendre aux Français, il ne peut pas se représenter, ça pousse à de nouveaux excès. Et on a vu quelle réaction ça peut avoir dans la rue. C'était à l'occasion des Gilets jaunes, de la réforme des retraites. C'est-à-dire que vous attendez un quinquennat très dur si la majorité présidentielle passe de nouveau? Je pense que si les Français confient la majorité absolue à Emmanuel Macron, il n'y aura rien pour l'arrêter. Il y aura à l'intérieur une guerre de succession de cette majorité. Ils vont se regarder le nombril. Et je pense que les Français ont intérêt à élire des députés UDI, on présente une centaine de candidats, des députés qui sont prêts à voter les lois qui vont dans le bon sens, mais qui s'opposeront à tous ces excès, à tous ces errements, au fait qu'on ignore des pans entiers de la population française, les gens qui souffrent dans les banlieues, les gens qui sont abandonnés dans les zones rurales, cette France qui finalement pourrait devenir dynamique et qui se tourne progressivement vers l'extrême droite. C'est ça pour moi l'enjeu de l'élection législative. On sait tous que, contrairement à ce qu'il raconte, M. Mélenchon ne sera pas Premier ministre, c'est pas le 3e tour de la présidentielle. Par contre, c'est de savoir, est-ce que vous lui donnez toutes les clés ou est-ce que vous faites en sorte qu'il soit obligé de discuter avec les élus locaux? C'est quoi les conséquences éventuellement de lui donner les clés du camion justement à Emmanuel Macron? C'est-à-dire que ça va être un quinquennat qui va renforcer plus que jamais la précarité des Français? On peut aller jusque-là? C'est ça ce que vous dites? Quand vous dites pour être concret, quelles seraient les conséquences de lui donner les clés? Ce qui s'est passé ces 5 dernières années, c'est-à-dire le fait qu'il ne discute avec aucun des élus locaux, il ne discute pas avec les organisations syndicales, il ne discute pas avec le monde associatif, bref, tous ceux qui peuvent entraîner la France, ce pouvoir vertical que nous avons subi. Nous souhaitons au contraire qu'on puisse décentraliser le pouvoir, le rapprocher des citoyens. On a vu pendant la crise sanitaire que les régions étaient capables d'acheter les masques pendant que l'État était incapable, que les communes étaient capables d'accompagner. Il faut transférer massivement des missions que l'État assume mal aujourd'hui et qu'il assume pour très cher, vers des collectivités qui seront plus réactives, plus efficaces, moins chères et plus adaptées aux diversités des situations locales. Pour moi, ça, c'est un enjeu. J'avais dit au président de la République, quand il consultait après la crise Covid les responsables de mouvements politiques, j'avais dit que, comme Mitterrand l'a fait en 1982, il faut un mouvement massif de décentralisation. Mais on voit bien que sa pratique du pouvoir, elle est trop personnelle, trop centrée, trop concentrée à l'Élysée pour que ça puisse se faire. C'est aux Français de se demander s'ils doivent lui imposer ou s'ils veulent à nouveau vivre ces 5 prochaines années. On le voit dans les sondages, les partis macronistes sont encore beaucoup d'avance, mais comme vous le disiez, finalement, ça joue à pas grand-chose, en tout cas en termes de majorité absolue pour le moment. Sauf que la dynamique... Excusez-moi sur un point. Les sondages sur une élection législative n'ont pas grand sens. Puisque ce sont des sondages qui ne tiennent absolument pas compte des candidats, des circonscriptions, etc. On peut parler en tout cas de dynamique. Oui, enfin, ça pèse quand même la dynamique nationale au niveau local. Je n'ai pas le sentiment qu'il y ait la moindre dynamique. D'abord, les Français ne portent pas un grand intérêt à cette élection. Il faut dire qu'on ne connaît pas réellement ce que le président de la République veut faire en dehors de sa réforme des retraites à 65 ans. Les sujets de campagne, entre guillemets, ne sont pas... Que vous pourriez voter d'ailleurs cette réforme des retraites? Non, je pense qu'aujourd'hui, l'équilibre des retraites est atteignable à 62 ans, tout simplement par la réduction du chômage. Et deuxièmement, si un jour, je ne dis pas que dans 10 ans ou dans 15 ans, ce ne sera pas une nécessité, puisque la durée de vie s'allonge heureusement, c'est aux Français de le choisir par référendum. Et moi, je pense depuis toujours que, plutôt que d'essayer de travailler plus longtemps à la fin de sa vie professionnelle, par exemple de 62 à 65 ans, il est préférable de travailler plus longtemps au cours de sa vie professionnelle. 62 ans à 65 ans, c'est l'équivalent de 20 minutes par jour
Est-ce que vous travaillez 20 minutes par jour pour ne pas aller à 65 ans le jour où ça sera nécessaire? Mais je répète, la réduction du chômage fait plus de cotisants et donc ne rend pas nécessaire aujourd'hui la retraite à 65 ans. Mais pour revenir sur, alors, bien sûr, c'est les réalités locales, mais disons sur l'enjeu national. Ce que vous dites, c'est si les Français redonnent une majorité à Emmanuel Macron, c'est que clairement, il y a un risque d'explosion sociale encore plus important que sur le quinquennat précédent. Je suis absolument convaincu de ça parce que beaucoup de Français souffrent. Je le vois évidemment chez moi, je le vois auprès de mes collègues dans différentes zones. Beaucoup de Français souffrent. Le retour de l'inflation met les Français dans une tension financière, sociale extrême. Quand le prix du litre d'huile est aujourd'hui passé autour de 4 euros, 5 euros, parfois 6 euros, c'est juste délirant. On est d'ailleurs face, je veux le dire, à une spéculation, et moi je suis pour un blocage temporaire d'un certain nombre de prix. Écoutez, l'huile de tournesol... Comme Jean-Luc Mélenchon. Plus exactement, non, lui il veut un blocage des prix éternel. Moi je dis que quand on est dans une économie de guerre et qu'il y a de la spéculation, il faut... On y reviendra peut-être sur Jean-Luc Mélenchon. Il faut casser la spéculation, je vous explique. Ouais. L'huile de tournesol s'est fait à partir des graines de tournesol. Les graines de tournesol, elles ont été collectées au mois d'août dernier. La guerre, elle date du mois de février. Les graines, elles sont là. L'huile, elle est là. Et si le prix augmente, c'est simplement parce qu'il y a des gens qui sont en train de se faire du gras sur le dos des Français. Et donc là, le gouvernement devrait agir et réagir. Moi, je suis pour une économie... C'est-à-dire qu'on a des profiteurs de guerre, très clairement, là-dessus, sur cette inflation. Je le pense clairement. Écoutez, moi, je suis pour une économie de marché, mais pas quand le marché est, comment dirais-je, déstabilisé, perturbé, bouleversé par des gens qui sont en train de spéculer sur des produits qui sont déjà là et qu'on aurait parfaitement pu continuer à vendre à leur prix. Quand vous avez un prix du litre d'huile qui est plus cher que le prix du litre d'essence, il faut se poser des questions quand même. Et Emmanuel Macron joue le jeu de ces spéculations? Je ne dis pas qu'il joue le jeu, mais en tout cas il est inerte. Pendant un mois, il n'a pas nommé de gouvernement. Son gouvernement est assez éteint, on va dire, depuis le début de son exercice. Enfin, moi, j'ai pas retenu grand-chose, mis à part des aides que Madame Borne a annoncées pour les agriculteurs, qui sont justifiées d'ailleurs, ces aides, par la sécheresse. Mais enfin voilà, il faudrait qu'il soit beaucoup plus proactif. Il y a des domaines sur lesquels, manifestement, alors est-ce que c'est dans la chaîne de distribution, est-ce que c'est dans les zones de stockage, je ne sais pas, des gens sont en train de spéculer sur des produits de première nécessité dont on peut parfaitement réguler le prix. C'est plus compliqué dans un an si vous avez de mauvaises récoltes, s'il y a des blocages, mais là c'est déjà récolté l'huile de tournesol, enfin la graine de tournesol, donc il ne faut pas se foutre du monde, le prix n'a pas augmenté comme ça. Celui qui est peut-être proactif justement sur ces questions de pouvoir d'achat, c'est peut-être, on y revient, Jean-Luc Mélenchon, avec son plan Robin des Bois, avec pas mal de mesures qui ont été présentées, le SMIC à 1500 € net, valorisation du point d'indice des fonctionnaires de 10%, l'encadrement des loyers, blocage des prix des produits de première nécessité, l'encadrement des loyers. Que pensez-vous de ces mesures, Jean-Christophe Lagarde? C'est la foire à la promesse pour les gogos. C'est-à-dire? Ça veut dire qu'il promet absolument tout et n'importe quoi. Je lisais dans une note d'un think tank socialiste de gauche que ça représentait environ 270 milliards de dépenses. Est-ce que vous savez ce qu'est le budget français, c'est-à-dire les recettes actuelles du budget de la France, 250 milliards. Donc il prévoit de doubler, enfin de dépenser plus même que les recettes actuelles. Ça n'a aucun sens. En plus, il faut arrêter de prendre les gens pour des gogos. Quand il dit que le SMIC doit être à 1500 €, pendant 8 mois, il a fait campagne avec un SMIC à 1400 €. Un mois après, parce qu'il faut surenchérir, c'est 1500. Mais s'il y a encore 6 mois, si on décale les élections dans 6 mois, le SMIC sera à 2000 €. Vous croyez que l'économie marche comme ça ? C'est juste essayer de faire plaisir aux gens. Simplement, j'alerte tous les Français, y compris ceux qui seraient tentés par ce vote-là. On vous a déjà fait le coup. On vous promet n'importe quoi et au lendemain, vous verrez pas la couleur de l'argent qu'on vous promet parce que cet argent n'existe pas. C'est pas comme ça. C'est un menteur. C'est pas comme ça, bien sûr, c'est pas comme ça qu'on peut gouverner la France. Quand il explique qu'il voudrait donner 12 milliards, qu'il voudrait donner 1000 € par jeune qui est en lycée professionnel ou en apprentissage, c'est 12 milliards d'euros. Et il dit si, moi j'ai réglé le problème, j'ai trouvé les recettes, c'est pas vrai. Tout le monde montre que les recettes. Il parle de l'ISF, rétablissement de l'ISF notamment, de la flat tax. Ce n'est pas sur ça qu'il évoque. La recette, c'est sur les succession qu'il prétend financer ça, c'est 3 milliards de recettes, 12 milliards de dépenses. Ça veut dire qu'il dépense en déficit plus que le budget de la justice. Il y a vraiment des gens pour croire ça? On peut se faire plaisir dans une élection, mais il ne faut pas pleurer après l'élection. Jean-Christophe Lagarde, président de l'UDI sur Sud Radio. Venons-en au début compliqué du gouvernement Borne, des débuts entachés par l'affaire Damien Abad, mais également dans un tout autre registre par les débats soulevés par la nomination de Pape Ndiaye à l'éducation nationale. Un chiffre, tenait notre sondage IFOP Fiduciel pour Sud Radio qui indique que 58% des Français se disent mécontents de la composition de ce gouvernement. Et vous en pensez quoi ?
Je ne sais pas s'ils en sont mécontents, mais quel est le signal? Quelle est la ligne? Où est-ce qu'il nous emmène? C'est là aussi où je disais que la question, c'est si vous lui donnez les clés, vous savez pas où on va. Donc il est préférable quand même qu'il soit obligé de discuter avec d'autres forces politiques. Je pense aux gens de droite humanistes, je pense à la gauche raisonnable, pas celle qui a été capturée, enfermée, emprisonnée par Jean-Luc Mélenchon et son programme de gauche extrême. Bref, s'il a la majorité absolue, il ira où il voudra. Mais aujourd'hui, on ne sait pas où il va. Et c'est pas en regardant ce gouvernement que j'ai le sentiment de savoir où ils vont. On a déjà des mesures annoncées sur le pouvoir d'achat, notamment. On en a parlé déjà de la question du pouvoir d'achat. Vous proposez quoi du côté de l'UDI, justement, pour le pouvoir d'achat des Français? Moi, je propose une chose simple, c'est qu'aujourd'hui, on puisse augmenter de 10% les salaires des Français, le salaire direct, sans augmenter le coût pour les entreprises. Comment on fait? On supprime des charges sociales qui sont payées par les salariés, c'est ce qu'on appelle les charges salariales, et on les verse directement sur leur salaire, sur leur compte en banque. C'est la façon de protéger, la meilleure façon de protéger. Et puis, il y a des mesures qui ont déjà été essayées, c'était du temps de Nicolas Sarkozy, avec les heures supplémentaires qui peuvent être défiscalisées, qui peuvent être sans cotisation sociale. Il y a une urgence, c'est d'indexer réellement les retraites sur l'inflation, parce que moi je vois beaucoup de petits retraités qui sont en train de souffrir et de ne pas parvenir à s'en sortir. Bref, il y a un ensemble de mesures, mais je crois vraiment que c'est en augmentant les salaires sans pour autant augmenter la charge aux entreprises qu'on y arrivera. Il faut financer évidemment cet écart, et cet écart il doit se financer de façon à la fois durable, écologique et juste, par une taxe carbone aux frontières de l'Europe sur tout ce qui n'est pas produit en Europe. Ça permet de faire payer notre protection sociale par les produits fabriqués à l'étranger, c'est-à-dire par les États étrangers. Jean-Christophe Lagarde, sur l'affaire Damien Abad, qu'est-ce qu'elle nous apprend selon vous, cette affaire-là, et quelle décision doit prendre le gouvernement ou Damien Abad lui-même selon vous? Écoutez, je ne sais pas ce qu'elle nous apprend, si ce n'est une chose. Moi, je ne sais rien de cette affaire, je ne sais pas ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. C'est que de plus en plus, ce n'est pas vrai que pour les politiques, d'ailleurs, c'est vrai pour les acteurs, les journalistes, les chefs d'entreprise, de plus en plus, on accuse, on condamne avant d'avoir jugé. Et moi, j'ai juste une alerte que je donne à tout le monde, c'est que à quoi sert la justice si finalement on décide de condamner avant que la justice soit passée? C'est quelque chose qui me paraît une dérive extrême, parce que demain, n'importe quelle accusation, ici ce sont des accusations sexuelles, demain des accusations financières ou d'autres types d'accusations, plus personne n'a le droit de se défendre. Et surtout, à quoi sert la justice? À quoi sert d'avoir des magistrats, des enquêteurs, si finalement on condamne avant que la justice soit passée? Donc vigilance là-dessus. La crise de l'hôpital public, Jean-Christophe Lagarde, on en parlait d'ailleurs un peu plus tôt ce matin sur Sud Radio, la nouvelle ministre de la Santé, Brigitte Bourguignon, qui a déclaré qu'elle ne voulait pas utiliser de termes anxiogène pour décrire la situation à l'hôpital. Vous trouvez que sur ce sujet, le gouvernement se voile un peu la face? Est-ce qu'il a réellement pris l'ampleur des difficultés actuellement de l'hôpital? Et là, je ne le crois pas, notamment dans les petites villes, les villes moyennes, mais aussi en banlieue comme chez moi en Seine-Saint-Denis. D'abord, le personnel de l'hôpital a été en extrême souffrance, est encore en extrême souffrance avec ce qui s'est passé sur la crise Covid. Je rappelle que le gouvernement a évacué des milliers de soignants qui ont refusé de se faire vacciner et qui ont affaibli encore les services. Mais surtout, l'organisation de l'hôpital, son financement, les salaires, tout ça doit être revu. Moi, je suis pour un Grenelle de la santé publique et de la santé privée dans notre pays. Je vous donne un exemple. Les soignants allemands sont plus nombreux dans leurs hôpitaux et ils sont mieux payés. Et pourtant, ils ne dépensent pas plus que nous par habitant pour leur santé. Qu'est-ce qui se passe? On a beaucoup de personnel administrant, pas assez de personnel soignant. Ils sont moins bien payés et ils sont moins nombreux. Et il faut donc réformer la façon de fonctionner l'hôpital. Et y compris, ça participe du malaise. Je connais des tas de gens, y compris des gens qui travaillent aux urgences. Une chef des services d'urgence est venue me voir il n'y a pas longtemps. Elle veut quitter les services d'urgence pour aller faire de la médecine de ville. Elle en a marre. On l'empêche de travailler. Ce que je veux dire par là, c'est que l'organisation des soins, l'organisation des services se fait quasiment au mépris de toutes les idées du personnel médical. Donc il y a tout à remettre sur la table. Sinon, forcément, vous avez des milliers de soignants qui baissent les bras, en ont marre et veulent aller travailler ailleurs. Et quand on n'aura plus d'hôpital, on fera quoi? C'est la question des soignants non vaccinés. Est-ce que pour vous, ils doivent être réintégrés? Je dirais qu'en ce moment, avec l'accalmie de la crise Covid, oui. Parce que l'hôpital est en souffrance. Est-ce que c'est une bonne chose qu'il ne soit pas soigné? Je persiste à penser que non, parce que disons les choses concrètement. On a environ 150 000 morts du Covid en France. On a 0 mort du vaccin.
c'est pas très raisonnable de refuser de se faire vacciner. Un dernier mot rapide sur le Burkini, le tribunal administratif qui a suspendu son autorisation à Grenoble. Éric Piolle a déposé un recours. Est-ce qu'il faudrait une disposition nationale en ce sens pour interdire ce vêtement? Je rappelle que vous êtes élu de Seine-Saint-Denis, vous avez été longtemps maire de Drancy et que vous avez peut-être eu affaire à ce genre de demande, peut-être? Non, d'abord, j'ai jamais eu affaire à ce genre de demande. Et surtout, ce qui me paraît indécent et imbécile, c'est au moment où on parle des élections législatives, de savoir, on était tout à l'heure sur le pouvoir d'achat, sur les retraites, sur le chômage, c'est ce genre de symbole agité par Monsieur Piolle, le maire de Grenoble, contre-agité par le ministre de l'Intérieur et le préfet, ça devient un objet de fantasme qui pousse à la stigmatisation des musulmans, dont 99% ne demandent absolument pas ce genre de truc, et qui pousse à la radicalisation des gens d'extrême droite. Et une élection, elle se fait sur ce genre de truc. Je trouve que c'est un débat débile qui d'ailleurs, en réalité, va être tranché par le Conseil d'État. Moi, quand je veux aller dans une piscine et que je veux mettre un short de bain, pas un maillot de bain, un short, un bermuda, quoi, c'est interdit pour des raisons d'hygiène, me dit-on. J'imagine que c'est pour les mêmes raisons le burkini. C'est donc bien Monsieur Piolle qui a voulu en faire un étendard. Si on arrêtait de prendre les Français pour des imbéciles, on pourrait revenir sur des sujets un peu plus sérieux que sont justement la façon dont on organise les retraites, comment on protège le pouvoir d'achat.